Bien, alors la première question sur le certificat d'économie d'énergie. Bon, en un sens, il est incontestable que ça a permis la promotion de matériaux de qualité, sans aucun doute. Ce que nous critiquons, et ce que critique implicitement Bruno Legevin également sur son dispositif du guichet unique, c'est qu'on n'a aucune assurance que l'ensemble des dispositions possibles pour économiser l'énergie soient mises en place de façon coordonnée et efficace. C'est effectivement ça la préoccupation, qu'il y ait une masse globale dégagée par les certificats d'économie d'énergie, c'est très bien. Nous devons avoir le souci que ça procure l'efficacité globale maximale. Et donc, il doit y avoir une fonction d'accompagnement de l'utilisateur de l'ensemble des dispositifs, d'ailleurs, pour leur permettre de trouver les solutions les plus appropriées. Voilà, nous ne sommes pas en train de dire... Alors là, en passant, je fais une petite remarque à l'égard de l'ADEME, qui établit les fiches en droit obtention de certificat d'économie d'énergie. Bon, la panoplie est quand même un peu incomplète et elle évolue très lentement. Nous avons fait un certain nombre de propositions concernant notamment les radiateurs les plus performants, qu'il faut d'urgence substituer à ces grille-pains totalement insatisfaisants. Moi, je suis pour faire des économies d'électricité aussi. Il faut absolument faire ça. On n'a pas encore la fiche correspondante, alors qu'on sait que de toute façon, il faut faire quelque chose. Premièrement, dans les bâtiments neufs, nos études nous montrent que sur 50 ans, la part de l'énergie entrant dans le bâtiment, dans la composition du bâtiment, ce qu'on appelle l'énergie grise, devient égale, voire supérieure, aux consommations qui sont pendant 50 ans que le bâtiment va avoir. Donc, premièrement, les énergies grises, donc les matériaux. Deuxièmement, les autres utilisations de l'énergie. Sur des immeubles de bureaux, nous avons chiffré toutes les consommations énergétiques. Et on s'aperçoit que les consommations énergétiques qui sont concernées par la réglementation thermique sont simplement 18% des consommations. Que les ascenseurs, par exemple, puisque là c'est des grands immeubles de bureaux, sont de 14%. Et que tout le reste, c'est le restaurant et surtout toute l'informatique et toute la bureautique qui comprend plus de 50% des consommations d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces consommations? À horizon de 10 ans, ce que craignent les spécialistes, c'est un manque de capacité de production, et non pas un manque de réserve. Il est sûr que les réserves vont devenir de plus en plus chères, et que si on voulait pousser l'après-pétrole trop loin, c'est le prix qui deviendrait dissuasif cette fois-ci, et non pas l'épuisement physique absolu. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose? Les deux personnes qui sont ici à cette table sont vraiment décidées à faire quelque chose. Bon, alors simplement, on a bien conscience que le plus gros consommateur de produits pétroliers, c'est le transport. Que dans le bâtiment, il reste encore un peu de fuel, enfin, c'est pas négligeable. Si ma mémoire est bonne, c'est 28% pour le chauffage, quelque chose comme ça. C'est pas du tout négligeable. J'exagère peut-être un peu, c'est de l'ordre de 20%. Et donc, il faut avec évidence s'y attaquer avec détermination. Alors, personnellement, je pense que c'est là typiquement où les solutions bi-énergie permettent de traiter le problème, de réduire, mettons, de 80%, voire 90% la consommation de produits pétroliers de façon relativement économique. Pour la réduire de 90% simplement en renforçant l'isolation, c'est pas totalement évident. On a un peu focalisé sur l'habitat, mais c'est évident que l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans le tertiaire, dans les entreprises, c'est fondamental, parce que là aussi c'est
ça a un coût et donc un gain de compétitivité. Et l'ADEME accompagne, j'ai plus le chiffre en tête, je vois Nadia, c'était 600 entreprises. Donc ce travail-là, il doit s'amplifier et là aussi changer de dimensionnement parce que c'est des vrais gains de compétitivité. Sur la problématique des transports, je disais tout à l'heure que cette problématique pour atteindre l'objectif du facteur 4 est aussi importante que la problématique qu'on a abordée avant, mais probablement elle est plus compliquée, elle est plus longue parce que, comme vous disiez, est-ce que les gens y sont prêts ? Et donc il va y avoir au-delà des choix, des opportunités technologiques, et il y a des choses qui se font dans le cadre des investissements d'avenir, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un vrai travail de repenser le mode de déplacement, de repenser la ville. J'espère que bientôt on pensera, on mettra en place un démonstrateur ville durable, mais pas un bout, hein, avec une approche globale, et pas qu'une approche stricto énergie, mais une pensée globale. Comme l'ADEME est en train de réfléchir dans le prolongement, ça me permet de vous le dire, sur les scénarios de réduction de la consommation d'énergie, sur la consommation de nos concitoyens à l'horizon 2030. Là, on a la consommation en général, consommation de tous les jours, parce que c'est tous ces éléments-là qui sont importants. Ce matin, j'entendais sur Europe 1, là, il y avait une étude qui sortait sur un tiers de ce qui est produit et gaspillé à l'échelle de la planète, c'est considérable. Il faut vraiment repenser tout ça. Donc pour revenir sur les modes de déplacement, il va falloir repenser les villes, il va falloir repenser la densité urbaine, il va falloir accompagner les gens. Le problème, c'est pas de... faut que les gens ils adhèrent, il faut leur donner une perspective positive. C'est pas demain, ça va pas être régressif, sinon on va pas les mobiliser, leur donner l'envie d'aller dans cette société nouvelle de sobriété et une planète meilleure qu'on laissera à nos enfants ou à nos petits-enfants. Mais on voit, il y a des choses qui bougent. C'est-à-dire, paradoxalement, on est dans une société très individualiste. Regardons les jeunes. Bon, on est dans la réussite, indépendamment qu'ils sont aussi dans la crise, on est assez individualiste. Et en même temps, il y a des phénomènes extraordinaires. L'autopartage, pour prendre que cet exemple. Il y a des sites qui explosent. On n'est plus dans le système on est très individuel, mais on est moins dans la propriété, on est dans le service. C'est comment demain, là aussi, on pourra permettre aux gens d'évoluer dans leur comportement, parce qu'il y aura des outils qui leur permettront de se déplacer de manière différenciée. Et donc, de ce point de vue-là, toute la technologie des smartphones peut être des opportunités extraordinaires. On n'est qu'au début d'un processus qu'il faut accompagner, qu'il faut stimuler, qu'il faut amplifier. Certificat d'économie d'énergie. Bien sûr, il faut faire attention de toujours additionner des dispositifs. Vous avez raison, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est être au rendez-vous de la performance de l'objectif et de l'outil et de la visibilité. Donc la dilution des dispositifs n'est pas forcément le meilleur moyen de réussir l'objectif. C'est pour cela que nous, on dit il faut qu'on sorte la V3 des certificats d'économie d'énergie en tirant les enseignements des insuffisances du dispositif, mais en même temps, comme vous le disiez, on ne part pas de zéro, il y a eu des vrais résultats, il faut les amplifier, les démultiplier. Donc bien sûr, il faut durabilité des dispositifs, performance des dispositifs, obligation de résultats et visibilité. Et donc simplicité. Ami Carbonnier, GDF Suez, d'abord je remercie les deux intervenants. J'avais une question à poser dans le débat sur la transition énergétique. Il y a eu une part très importante consacrée à la décentralisation énergétique, qu'a évoqué Bruno Legevin rapidement. L'un comme l'autre, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur projet de loi sur ce sujet-là? Il faut d'abord donner un panorama parfaitement clair de la réalité. C'est-à-dire, je pense qu'il y a effectivement des initiatives locales qui doivent impérativement partir du terrain. Car c'est sur le terrain que peuvent se dégager des solutions optimales mobilisant toutes les ressources locales. Il faut cependant, et là je parle un peu en tant qu'électricien, mais un gazier peut tenir le même discours, tenir compte qu'il y a aussi une réalité nationale.
et que, au fond, le problème de la décentralisation indispensable pour avoir l'efficacité maximale tenant compte des réalités du terrain doit être de savoir comment on conjugue les intelligences locales et les intelligences nationales. Je vais prendre un exemple électrique. Un exemple électrique, on peut très bien dire, ben voilà, dans un écoquartier, on va mettre un smart grid et on va faire l'optimisation pour que le système vive autant que possible en autarcie. En autarcie, c'est-à-dire qu'en moyenne sur l'année, ils produisent autant qu'ils consomment, bon, très bien. Et puis, on compte sur le système national pour transformer cette égalité en moyenne sur l'année en une égalité à tout instant. Et donc, on voit bien qu'il y a des moments où la prise de décision locale peut donner l'illusion qu'on a résolu le problème, alors qu'en fait, le problème n'est pas résolu sans un apport national. Et je dirais même qu'à la limite, dans la conduite locale, on pourrait prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt national. Donc, il y a là toute une problématique. Alors moi, je pense qu'en effet, la décentralisation est essentielle et doit être poussée. Elle a sans doute été freinée pour de mauvaises raisons, mais il faut la pousser. Mais qu'il y a effectivement à rappeler un certain nombre d'impératifs de coordination. Donc je suis dans l'addition, comme tu l'as dit, mais en même temps, j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer depuis que je suis arrivé à l'ADEME, et c'est incroyable ce qui se passe sur le terrain. J'ai vécu le débat national et j'ai vécu le débat en terrain. Le débat national, on était dans des a priori, des postures idéologiques, des postures de précaré, de positionnement à défendre, alors qu'en bas, on est dans le pragmatique. On a tous les acteurs qui bossent, qui prennent en charge, qui se révèlent et qui font déjà, ils ne parlent pas de la transition énergétique, ils commencent à la faire. Et donc si on veut les stimuler un peu plus, si on veut qu'ils soient plus responsables, il y a juste besoin de leur dire et de leur montrer que dans la loi, ils pourraient avoir un espace pour dire, pour exister, pour prendre la parole, je ne sais pas à quel niveau, mais que la gouvernance soit pensée avec les territoires. Donc c'est pas de remettre en cause le modèle, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut montrer les limites de l'évolution du modèle, il faut poser le jeu tel que tu l'as dit, mais je crois on réussira tous les objectifs qu'on a parlé, parce que les territoires, parce que les responsables locaux, tant les acteurs économiques que les collectivités, quelle que soit la nature des collectivités, seront actrices, et sont déjà actrices. Et on a besoin d'eux, et donc, bien sûr, c'est qu'il faudra rester solidaire dans un système global. Donc moi, je pense que la reconnaissance demain de la montée en puissance, de la montée en compétence des territoires sur les problématiques énergétiques, comme sur la gestion des déchets, comme sur, on va prendre les réseaux de chaleur, etc., le développement de toutes les énergies, qu'elles soient éoliennes, que ce soit la biomasse, etc., il faut qu'ils puissent, au-delà, pas seulement faire, mais qu'on donne la possibilité qu'ils puissent dire leurs mots dans toutes les instances de gouvernance. Et de ce point de vue-là, après des résistances qu'on a connues du système central, je dirais simplement, par exemple, au niveau du réseau, mes amis de RDF, mais ça bouge, tout le monde prend conscience qu'on ne pourra plus gérer le système tel que dans le passé, sans pour autant mettre en cause le modèle avec les aspects positifs qu'il a connus dans les décennies passées.